Donc Sophie Alric, enchanté. Enchantée, Imran. Aujourd'hui, je voudrais savoir quelle est ta lutte, quel est ton combat et quelle est la raison de cette interview. Pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup parler de toi en ce moment sur les réseaux et quel est le message que tu aimerais faire passer aux Français aujourd'hui? Mon combat, il est un combat très grand parce que je veux sauver et je veux protéger tous les enfants de France. En premier lieu, je veux sauver mes enfants qui sont actuellement pris en otage d'une secte dans laquelle nous sommes nés, tous les trois, qui est une secte franc-maçonnerie et psychanalyse, qui est une secte pédocriminelle et satanique. Je crois que c'est important de souligner que c'est une secte, j'appelle ça à ciel ouvert, parce qu'en fait, il n'y a pas un lieu dans lequel tout le monde me demande, ben, c'est quoi, ils habitent où, ils sont où. Non, non, il n'y a pas un lieu en fait. Les membres de cette secte sont à l'extérieur, vous les croisez dans les rues, avec vos amis, dans les repas, etc. Donc, euh, c'est important de comprendre qu'ils sont dans tous les milieux. Donc milieu politique, religieux, institutionnel, même les libéraux, etc. En fait, c'est une secte qui sévit parmi les notables de notre société. Parce que la franc-maçonnerie existe depuis très 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 longtemps. La franc-maçonnerie a toujours été excommuniée par l'Église pour satanisme. Elle a été réintroduite juste en 1983. En tout cas, l'excommunication a été levée. Il y a quand même eu une affaire avec un prêtre qui a été excommunié là, à Varsovie, en 2013, parce qu'il était franc-maçon. Mais la particularité de cette secte, c'est qu'elle s'est développée en utilisant la psychanalyse, qui est un véritable outil de manipulation des masses. Donc la psychanalyse, c'est Freud. Voilà. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis sur Terre pour œuvrer contre cette secte, pour mettre à terre cette secte. Et j'étais déjà professionnelle. J'accompagnais les victimes de harcèlement, de manipulation mentale, d'emprise, des personnes victimes de relations toxiques et de contrôle coercitif, et également des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, donc qui sont en état de stress post-traumatique. Mais mes enfants m'ayant été volés le 25 décembre 2023, j'ai résisté, j'ai pu tenir encore et accompagner des victimes pendant 1 an, mais je ne peux plus accompagner de victimes puisque la barrière émotionnelle n'est plus étanche. Donc actuellement, je n'accompagne plus, mais finalement c'est une bonne chose parce que j'ai pu me concentrer pleinement sur le dossier pour libérer mon fils, pour protéger mon fils qui est mineur, qui avait 15 ans au moment où son père me l'a volé. Quand je dis qu'il me l'a volé, c'est en fait c'est de la manipulation mentale et après c'est du contrôle coercitif, j'y reviendrai. Donc voilà, ben, en fait, n'ayant plus d'avocate, j'avais plus les moyens de payer des avocats et de toute façon, soit je suis tombée sur des avocats véreux, soit les avocates que j'avais ont été terrorisées, donc se sont désistées. Eh bien, je n'avais plus d'avocate à partir de décembre 2024. Et à partir de là, en fait, c'était une bénédiction puisque j'ai pu rentrer dans le cœur des dossiers. Je suis scientifique de formation, donc j'ai un esprit très cartésien. Je sais vraiment faire des rapports, je sais faire des liens, je sais. Et puis, je suis née dans cette marmite de la manipulation mentale. Je suis née dans cette secte. Je ne le savais pas, hein. Je n'avais pas idée que c'était une secte, en fait. J'ai compris qu'il y avait un réseau qui protégeait les pères toxiques et les pédocriminels à Toulouse, en voulant protéger mon fils, parce que là, je suis vraiment rentrée dans les rapports et j'ai bien vu que les pièces disparaissaient, que malgré les éléments, moi, très factuels que je donnais, qui étaient vraiment, je dis qu'ils sont en béton céleste, parce qu'ils sont imparables. Les preuves que j'apporte, elles sont imparables. J'ai constitué des conclusions et rapports qui font, je sais pas, j'en suis au moins à 250 pages maintenant, et il y a plus de 2500 pages de pièces jointes. Ça veut dire de preuves. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai compris. En rentrant dans le cœur du sujet en décembre 2024, et là, j'ai compris vraiment, on était très en danger, mes enfants et moi. Et c'est là aussi que j'ai choisi ma fille pour avocate. Et même si on n'a plus de contact, ma fille a 27 ans. Elle va avoir 28 ans le 3 décembre. Même si elle n'a pas l'autorisation de me parler, alors que nous étions très complices,
Euh, elle est mon avocate. Voilà, elle est l'avocate de cette affaire parce qu'elle est extrêmement brillante. Elle l'a toujours été et je sais que en fait, comme moi, comme elle aura tout vécu et qu'elle sera sortie d'amnésie et d'état de stress post-traumatique et qu'en plus elle aura été formée, je sais que ce sera vraiment une très très grande avocate. Donc je l'attends avec impatience. Voilà. Mais en attendant, j'ai agi toute seule et c'était comme ça que Dieu le voulait, je crois. Mm. Voilà. C'est ma spiritualité qui me porte. Je suis vraiment, moi qui croyais pas aux anges, j'ai jamais cru aux anges. Euh, et j'étais enfant de cœur, mais euh, Jésus était vraiment mon ami. Jésus me montrait comment aimer en fait. Il me montrait, je crois que ça a été l'ouverture à l'amour et peut-être à ce côté philanthrope que j'ai, puisque moi je vois toujours les étincelles de bonheur et d'amour entre les personnes. Mais après, voilà, je me suis éloignée de la spiritualité après mon premier mariage, et puisque je me suis mariée avec un premier tyran. C'est ma petite fille qui m'a ramenée vers Marie. Ma petite fille, qui avait 4 ans et demi, donc elle avait 3 ans quand je me suis enfuie de mon domicile conjugal, 3 ans et demi. Évidemment, moi je voulais pas du tout rentrer dans une église ni rien, c'était fini. Hein. Et on habitait à côté d'une église, et tous les matins, le samedi matin, en allant au marché, on faisait le tour de Notre-Dame, l'église Notre-Dame à Châteauroux. Et on faisait le tour, et elle me disait, maman, on rentre dans l'église. Moi, non, 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 c'est fermé, c'est fermé. Je crois que Dieu y a mis une chorale un matin, un samedi matin. Elle me dit, maman, ça chante, ils chantent, regarde, il y a du monde. Je dis, non, 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 mais il faut pas les déranger. J'ai pas eu le temps, en fait. Hop, sa petite main s'est échappée. Et elle est rentrée, elle s'est faufilée dans la grande porte. Il y avait une ouverture, elle s'est faufilée. Et là, je la retrouve devant Marie. Et devant cette statue, elle me dit, c'est qui, maman? Et à partir de là, il a fallu rentrer quasiment tous les jours pour aller voir Marie. Le prêtre a vu le manège. Et je crois que les enfants ont une infinie délicatesse parce que une fois que Anna a eu la bonne idée de me mettre dans les bras de Marie, elle m'a révélé ce que son père lui faisait subir. Et si j'avais pas eu Marie, je sais pas si j'aurais pu tenir ça. Voilà. Donc c'était, en fait, ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une vie dans une secte pédocriminelle à ciel ouvert. Voilà. Donc avec des amis qui sont dans cette secte sans qu'on le sache, avec un chemin qui est prédestiné. On est conditionné en fait. On est conditionné pour voilà, pour épouser un tel, pour épouser un tel. Tout est arrangé dans nos vies sans qu'on le sache. Moi, j'en avais aucune idée, voilà, avant de sortir d'amnésie traumatique en septembre 2023. Mais justement, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur cette amnésie traumatique? Qu'est-ce que ça a représenté dans ta vie? Ça a représenté un voile obscur sur ma vérité, sur celle que je suis. C'est-à-dire que quand on est en amnésie traumatique, il y a tout un... en fait, on a plein de symptômes. En fait, notre enfant intérieur a été agressé. En fait, un petit enfant est agressé. Moi, j'ai été agressée en premier par mon père, qui m'a violée de mes 5 ans à mes 7 ans dans la case de la maison familiale. Donc ça, je m'en rappelais pas, hein, j'avais aucun souvenir. Hein. C'est revenu en septembre, le 29 septembre 2023. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est agressé? C'est l'enfant intérieur qui est en nous, qui est agressé. Sauf que les enfants ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, donc on ne peut pas parler. Un agresseur ne dit jamais à un enfant que c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, qui est un cerveau de mammifère, hein, le stress post-traumatique, c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'esprit, c'est physiologique le stress post-traumatique, c'est vraiment physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trauma, en fait, se localise dans une zone du cerveau reptilien qui s'appelle l'amygdale. C'est un peu comme une tour de contrôle, l'amygdale. Voilà, s'il y a un danger ou quoi que ce soit, tac, adrénaline et cortisol. En fait, c'est là qu'il y a le centre de la peur, de la colère, etc. Donc, notre corps se prépare à réagir. Donc, adrénaline, cortisol, soit on se bat, soit, en fait, on fuit. Voilà. Et, mais quand on peut pas fuir, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre corps, il est prêt, lui. Ça veut dire que nos muscles sont tendus, notre respiration est en accélération, notre cœur bat à toute allure.
Donc, si rien ne se passe, notre cœur explose. Enfin, je veux dire, on meurt d'une crise cardiaque. L'organisme étant bien fait, il y a une sécrétion à ce moment-là d'endomorphine par le cerveau qui apaise en fait complètement, qui contrecarre l'adrénaline et le cortisol. Et du coup, les battements ralentissent, tout ralentit, mais c'est comme une anesthésie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'émotion et il n'y a plus de sensation. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de dissociation. Et au final, quand on sort quand l'agression est finie, je crois, on est comme mort. Un enfant agressé sexuellement, la seule, la seule sensation qui lui reste, c'est la mort dans le corps. Et puis après, on recommence à vivre parce qu'on nous demande de vivre comme si de rien n'était. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en amnésie? Je pense qu'au niveau de l'adolescence, alors je sais pas moi si je me rappelais entre les agressions, je crois pas. Je pense pas qu'on puisse vivre si on se rappelle. Mais je crois qu'il y a un mécanisme qui se met en place à l'adolescence qui fait qu'on est en amnésie traumatique pour plusieurs raisons. D'abord, on ne pourrait pas vivre avec alors certains n'oublient jamais, donc ça existe aussi, mais la plupart du temps, il y a une amnésie qui se met en place pour vivre, mais aussi, je pense, pour la survie de l'espèce. Parce que pour avoir accompagné des victimes et pour avoir discuté avec elles, et du coup d'être avec d'autres professionnels qui témoignent de cela, qui sont spécialisés aussi dans l'état de stress post-traumatique, on ne pourrait pas porter un enfant. Comment voulez-vous porter un enfant dans un corps mort? C'est impossible. C'est aussi pour ça qu'il y a des femmes qui avortent sans savoir. Hein. Et alors certains, je remets pas du tout en question les choix, bien sûr que. Mais voilà, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, je ne pouvais pas garder un enfant, je ne pouvais pas avoir quelque chose qui grandit en moi de l'ordre de la vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les personnes, jamais, 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 jamais juger, jamais. On ne connaît pas les raisons intimes des gens pour faire tel ou tel acte. Et par ailleurs, les garçons qui sont victimes ont beaucoup de mal à supporter leur sexe. Et faire l'amour, c'est très compliqué avec une femme. Donc, je crois qu'il y a un mécanisme d'amnésie qui se met en place, qui est également décrit par Sophie Chauveau, qui a été aussi pareil, qui a grandi dans une famille pédocriminelle. Et je la rejoins dans ça. Je pense que pour la survie de l'espèce, en fait, l'amnésie se met en place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire par contre que le trauma, il reste dans l'amygdale. Donc, dès qu'il y a un stimulus, dès qu'il y a quelque chose qui rappelle le trauma, une odeur, un décor, une intonation de voix, un regard, le moindre chose, ça redéclenche en fait le signal d'alerte. Donc, adrénaline et cortisol. L'adrénaline et le cortisol, notamment le cortisol, se met dans le muscle psoas-iliaque, qui est le muscle qui permet, de protéger nos viscères. Donc il est là, il est tout le péritoine, toutes les lombaires. Ça veut dire qu'il y a des symptômes qui sont très forts, souvent avec des lombalgies, tout ce qui est des maladies digestives, tout ce qui est des fibromyalgies, endométriose, il y a aussi des céphalées, des douleurs au niveau de la nuque. En fait, plein de choses, des crispations au niveau de la mâchoire, quand il y a eu des fellations. Il peut y avoir, voilà, en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est l'enfant qui continue à crier. Notre enfant intérieur continue à crier, parce que cette part enfant, elle est toujours en nous, toujours. En fait, donc, notre enfant intérieur continue à crier, et tant qu'on ne l'entend pas, il continue à crier. Donc, il y a les phénomènes, il y a les symptômes physiques, mais après, il y a aussi tous les symptômes psychiques, donc dépression, crise d'angoisse, crise de panique, phobie, TOC, voilà, dissociation, parce qu'il peut y avoir des moments où ça se dissocie. Dès qu'il y a un stimulus, paf, ça réagit. Donc, potentiellement, hop, moment de dissociation. Et c'est aussi important de comprendre que ça influence aussi nos relations. Parce que quand on a été un enfant victime, on est une proie, on reste une proie. Donc, en fait, les prédateurs autour, les manipulateurs nous repèrent, ils vont vers nous parce qu'ils trouvent de la lumière, de la joie, malgré tout. Hein, nous sommes des enfants très joyeux. Les enfants victimes sont les enfants surefficients, les enfants neuroatypiques. Nous sommes des enfants très joyeux, nous avons un sens du sacrifice très développé, un sens des responsabilités très développé, et ça, ils vont en jouer. Et ce qu'ils veulent briser à tout prix, c'est l'amour. L'amour, la joie, ils ne peuvent pas supporter ça, donc il faut le briser. Voilà. Et tant que
tant qu'on n'est pas sorti d'amnésie traumatique, notre enfant continue à crier et donc en fait on va vers les tyrans parce qu'on pense les reconnaître, hein. Et tout se rejoue. Ça se rejoue, c'est-à-dire que, eh ben, en fait, on a une posture de quelqu'un de dominé, même si on a du tempérament, hein, même si on a du caractère, hein. Dans la relation de couple, en fait, on est parce qu'on culpabilise. Les autres, ils en jouent. Voilà, c'est tout ce qui explique la relation de dépendance affective. Les relations de dépendance affective font que, en fait, on va aller, mais dans tous les milieux, hein, professionnel, amical, amoureux, on va aller vers les mêmes. Voilà. C'est ça l'amnésie traumatique. Et quand on sort d'amnésie traumatique, c'est violent. Franchement, c'est violent. Mais c'est salvateur. La vérité est salvatrice, quelle qu'elle soit. L'amnésie traumatique dure d'autant plus longtemps que les traumas ont été graves et qu'il y a eu des drogues. Voilà, c'est la raison pour laquelle, dans mon cas, je suis sortie d'amnésie traumatique à 53 ans. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez beaucoup de survivantes qui sortent d'amnésie là vers 40, 45, 50 ans. Voilà. Mais vraiment, c'est une libération, la sortie de l'amnésie traumatique. Sauf à condition de traiter l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'après, il s'agit de faire passer le trauma, on le fait passer par la zone frontale où il y a les émotions, on change l'impact émotionnel et hop, on le refait partir dans une autre zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est comme une zone d'archivage. Ok, le trauma a eu lieu, mais par contre, c'est fini. En fait, on dit à notre enfant, ça y est, t'es en sécurité, tu crains plus rien, t'es protégé, je suis là maintenant pour toi. Et donc, notre enfant intérieur peut parler, voilà, peut s'exprimer. Une technique qui est vraiment très, très bien, très, très, très facile à utiliser, qui s'appelle la PNL double dissociation, qui est une technique qui est très douce. On n'a pas besoin de revivre tout le trauma et on n'a pas besoin de se rappeler de tout. Et ça suffit pour que le trauma soit vraiment classé, hop, dans l'hippocampe. Voilà. D'accord, ok. Et j'ai une question vis-à-vis de ça d'ailleurs. Mhm. Quand tu parles d'amnésie traumatique, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu as oublié jusqu'à tes 53 ans complètement toutes les histoires liées à tes traumatismes durant ton enfance et que jusqu'à ces 53 ans, tu n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Simplement Exactement. la mémoire t'est revenue d'un coup. Exactement. En fait, j'avais que deux petites bribes, hein, de souvenirs, ce qui est souvent le cas, hein, d'ailleurs, mais j'avais deux petites bribes de souvenirs. Une fois où mon frère aîné, donc moi j'ai deux frères, Philippe qui a 8 ans de plus que moi, qui était vraiment voilà, c'était mon frère adoré, mon grand frère protecteur, et Christophe aussi que j'aime beaucoup, qui a 1 an de moins, donc il a 7 ans de plus que moi en fait. Ils ont juste 1 an d'écart tous les deux. J'avais juste souvenir d'une fois, on jouait avec mon frère, j'avais 5 ans, il en avait 13 avec Philippe, et tout d'un coup il s'était raidi, et puis il m'avait frotté contre lui, contre son sexe, et après, paf, il m'avait rejeté. Et j'avais pas du tout compris ce qui s'était passé, parce qu'après il voulait plus me prendre sur les genoux, il voulait plus, c'était étonnant. Et une autre bribe de souvenir, quand là j'avais 12 ans, nous étions dans notre maison de campagne au bord d'un lac. C'était pour moi la maison du bonheur. Là-bas, j'y étais bien. Je pense que mon frère pouvait pas m'agresser parce que, en fait, on dormait à 3, donc il y avait mon autre frère qui était dans la chambre. Mais je me rappelais pas des agressions, hein, de viol ni rien. Mais je me rappelais de cette bribe de souvenir-là que je ne comprenais pas. Donc nous sommes dans cette chambre de sous-sol. Christophe a quitté la chambre et là, Philippe me demande de le rejoindre dans le lit superposé au-dessus. Voilà. Et, euh, et là, donc je le rejoins et il est derrière moi et il commence à me caresser. Il soulève ma chemise de nuit, il commence à me caresser, me dire que je suis très belle, que j'ai des belles formes, que je suis très belle. Et moi, je sais pas, il me caresse vraiment, voilà, les fesses, et je sais pas, il se passe quelque, et tout d'un coup, je m'en vais de ce lit, je descends, je m'en vais et je franchis la porte, je monte l'escalier qui était un escalier extérieur. Et là, ce que je ne comprenais pas non plus, c'est que je me mets sur la rambarde, donc je m'appuie sur la rambarde, les fesses un peu cambrées, quoi. Et quand il remonte l'escalier, je le regarde et je pense, c'est ça ce que tu veux? Tu l'auras plus jamais. Je n'ai jamais compris, jusqu'à mes 53 ans, pourquoi j'avais réagi comme ça. D'où ça pouvait venir alors que j'avais 12 ans? Pourquoi?
Pourquoi? Je comprenais pas cette notion de sexuel dans un et le psychiatre qui m'a accompagnée pendant ces années de dépression, parce que j'ai fait des années de dépression, en fait des dépressions récurrentes. C'est-à-dire que je tenais bon, j'allais travailler et cetera et tout d'un coup, j'avais des images qui me revenaient très violentes, de couteaux, de sang, et là je demandais à être hospitalisée rapidement parce que j'avais très peur en fait. Ça me terrorisait, j'avais peur de passer à l'acte. Mais en fait, non, c'était des souvenirs qui me remontaient, c'était un état de stress post-traumatique. Toujours est-il que, voilà, sur cette scène, je n'ai compris que lorsque je suis sortie d'amnésie traumatique et que je me suis rappelé que mon frère me violait de mes 7 ans à mes 13 ans, quasiment toutes les nuits, parce qu'il a été, j'allais dire initié, mais c'est même pas initié parce que lui-même a été violé. Nous étions 2 enfants par mon père, notre géniteur. C'est pas un père, c'est un géniteur. En tout cas, voilà, l'amnésie, c'était ça. Mais ça, c'est important de dire que je crois qu'il y a toujours une petite bribe de souvenirs. Moi, quand j'ai accompagné les personnes, d'ailleurs au Canada, tous les médecins posent la question à leurs nouveaux patients, avez-vous le souvenir ou une bribe de souvenir de quelque chose de l'ordre de sexuel dans votre enfance qui vous a été proposé ou suggéré ou imposé par un adulte ou un enfant plus grand que vous. Et moi, je rajoute, ça peut être quelque chose de très flou, comme une espèce de, un rêve, enfin comme quelque chose voilà, que vous avez du mal à palper, mais qui revient régulièrement. Voilà, qui revient régulièrement. Et ça, en fait, c'est l'enfant qui crie et qui dit, hé, tu vas m'écouter là? Est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que ta part parent, parce qu'on a en fait 3 parts en nous, la part enfant, la part adulte et la part parent qui se mettent au fur et à mesure du temps. À 12 ans, notre part de personnalité est complète. Ça n'a rien à voir avec de la psychanalyse. Alors rien. C'est Eric Berne qui a fait c'est l'analyse transactionnelle. Et c'est lui qui décrit cette mise en place de la personnalité. Donc nos 3 parts, on a la part enfant, notre enfant intérieur. L'adulte qui a 7 ans est en place, c'est le fameux policier qui, quand, où, quoi, comment. C'est l'âge de raison. Alors là, à un enfant qui pose des questions à 7 ans, il ne faut pas lui raconter n'importe quoi. Il faut répondre à la question. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion. C'est blanc, c'est noir, voilà. J'adore cet âge-là. Et après, il y a la part parent qui se met en place. Voilà, avec une part parent nourricier qui est pour en fait s'occuper des autres enfants et de notre part parent, et la part normative pour nous mettre un peu dans les règles de la société, etc., qui peut rapidement devenir un parent critique. Voilà. Mais en tout cas, tant que nous n'entendons pas, tant que nous n'ouvrons pas la porte à notre enfant intérieur, c'est-à-dire je t'écoute, je t'entends, je te crois et je te protège, tu n'as plus rien à craindre, notre enfant intérieur ne peut pas parler. Il ne peut pas parler non plus lorsque nous sommes dans une relation de dépendance affective, c'est-à-dire que tant qu'il y a des tyrans autour de nous, des manipulateurs, en fait, notre enfant intérieur est terrorisé. Donc il ne peut pas parler. C'est pour ça que très souvent, il faut déjà sortir de l'emprise pour après pouvoir accéder à la parole de l'enfant intérieur. Mais si on est attentif, il parle toujours. Il parle toujours. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, tu as dit que tu as été agressé et que ton frère aussi a été agressé par ton père. Et un peu plus tôt, tu nous as parlé d'appartenance à une secte pédocriminelle. Est-ce que ces agissements de ton père étaient en lien avec cette secte pédocriminelle? Alors, le père de mon père était déjà un pédocriminel. Il y a d'autres personnes de ma famille qui ont témoigné. Voilà, mon grand-père était un pédocriminel. Donc je pense que mon père a été victime lui-même et que de la même façon qu'il a appris à mon frère à me violer, son père lui a imposé à violer ses sœurs. Donc il y a déjà, quand en fait on est, je crois que la pédocriminalité, et ça se transmet de génération en génération, mais physiquement, c'est pas qu'une inscription dans les gènes, et c'est pas que des pensées, ou voilà, quand on dit je porte parce que ma grand-mère a été agressée, alors moi je porte. Non, c'est très souvent qu'en fait, c'est sur des générations, la pédocriminalité. Donc ça, c'est un premier fait. En dehors de la secte, mon père m'aurait agressé de la même façon qu'il a agressé plein d'autres enfants. Ben oui.
Donc les enfants de ta famille ne sont pas les seuls à avoir été agressés par ton père? Bah, je pense que non. Quand on voit le nombre de victimes que peut faire un pédocriminel, mon père est vraiment un dangereux pédocriminel, il s'en prend au tout petit. Donc je pense nourrisson, et jusqu'à 7 ans. Moi, il a arrêté de me violer lorsque j'ai pris la première hostie, parce que je pense qu'il a quand même peur de Dieu et que on ne viole pas un enfant qui a été sacré par Dieu. Par contre, il m'a donné à d'autres du coup. Après, le fait que mon père soit rentré et soit devenu un haut dignitaire de cette secte, c'est lié à sa soif de pouvoir. C'est un tyran. C'est un tyran. Donc, tout est, en fait, je crois qu'il avait tout prévu. Il avait tout planifié. Ma naissance, mes parents, mes géniteurs. Je crois que ma mère était pas comme lui. Mes géniteurs ont programmé ma naissance. C'est-à-dire que ils voulaient pas de troisième enfant. Ils m'ont fait croire que c'était parce que mes frères voulaient une petite sœur, mais non. En fait, j'étais vraiment l'enfant qui était destiné au sacrifice. Et ils m'ont fait naître le 31 octobre. C'est pas du tout un hasard. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun hasard dans les actes et les faits des pédocriminels et des manipulateurs, et encore moins dans les membres de cette secte. Tout est extrêmement planifié, tout est organisé, tout est orchestré. Ça s'appelle du contrôle coercitif, et c'est à tous les niveaux. Donc moi, en fait, je dis que j'ai été une enfant prisonnière de ma naissance jusqu'au 29 septembre 2023. Mon père était un homme politique, je dirais de second registre. D'ailleurs, il était premier maire adjoint de Châteauroux, dans l'Indre. Et au début, il était conseiller municipal. Je ne pense pas qu'il ait voulu être maire parce que c'était pratique d'être premier maire adjoint. Au final, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était le maire qui allait prendre... voilà. Il a vraiment commis des exactions. Il a vraiment... par exemple, il profitait d'avoir les listes des personnes en difficulté, des personnes âgées, pour se rapprocher des personnes, notamment des enseignantes, qui n'avaient pas d'enfants, pour détourner les héritages. Donc, ça a été... Il a toujours eu soif de pouvoir. Ces gens, en fait, les tyrans, les manipulateurs, les pédocriminels, sont des enfants qui n'ont pas grandi psychologiquement. C'est important de comprendre ça. Ils n'ont pas grandi psychologiquement. Ils ont 12 ans d'âge mental maximum. Pourquoi? On ne sait pas trop. Très souvent parce qu'ils ont été victimes d'agressions. Donc, la croissance psychologique s'arrête. Donc, ce sont des sales gosses. Cette expression est utilisée par Christelle Petit-Colin. Des sales gosses qui sont dans des corps d'adultes. Voilà. Donc, ils sont jaloux, remplis de haine, remplis de rancune. C'est comme des petits rois, vous savez, au milieu de la cour de récré, là, ou des petites reines. Voilà, il y a la petite couronne, le petit sceptre et tout, puis il faut regarder que moi. Et puis la maîtresse ne devra regarder que moi. Et s'il y a un copain de la bande qui s'échappe, représailles. S'il y en a un à l'extérieur qui attire le regard, représailles. Et alors surtout, c'est leur sac de billes. Leur sac de billes, c'est l'argent. Ces gens sont d'une radinerie et d'une pingrerie impressionnante, mais comme des gamins. C'est vraiment... Donc, je te donne une bille pour t'acheter. Je t'ai payé des belles études. Tu as eu tout ce que tu voulais dans ton enfance. De quoi tu te plains? Ou bien pour récupérer des boulards. Je te donne ça, je te fais croire que je suis gentil. Mais en fait, derrière, je t'achète. En fait, ils achètent le silence et ils piègent les gens avec leur argent. Donc, c'est ça les tyrans. Et en plus, quand on a compris ça, franchement, on a tout compris, puis surtout, on a beaucoup moins peur. Parce qu'en fait, ils sont pas puissants. Hein. C'est jamais que des petits morveux à cadrer. Hein. Donc, la loi et la déontologie. Cadrer, et là, tu bouges plus. Le seul problème, c'est que comme cette secte sévit en France, parmi nos notables et jusqu'au plus haut sommet de l'État, eh ben, les pédocriminels sont protégés. Et la violence et toutes les personnes violentes sont protégées dans notre pays. Donc, ça se développe. Et tu as dit que ton père, parce qu'il avait aussi soif de pouvoir, a contribué à ces agressions sexuelles. Oui. Mais de quelle manière ces agressions sexuelles lui ont-elles permis
d'obtenir du pouvoir? Alors dans le cadre de cette secte, donc mon père était un franc-maçon. Déjà, il était un haut dignitaire franc-maçon. Et en fait, dans le cadre de cette secte, ils organisent des rituels, des messes sataniques. En fait, ils vendent leur âme au diable. Et, et donc, en fait, l'amnésie traumatique se lève, en fait. On dit que le voile se lève petit à petit. Heureusement, notre enfant intérieur est d'une grande délicatesse. Donc, en fait, les souvenirs remontent à notre parents et adultes lorsqu'on y est prêt. Donc, en septembre, voilà, les souvenirs de l'agression sexuelle de mon père dans la cave reviennent. Et puis, mon père vient m'agresser le 13 octobre parce que j'ai porté plainte immédiatement pour sauver et pour protéger d'autres victimes potentielles, notamment dans ma famille. Je pensais au début que c'était que mon père. Moi, j'avais pas du tout idée, j'avais rien compris. Hein. Au début, je pensais, voilà, mon père était un pédocriminel. Bon, j'avais ça, j'avais un souvenir avec mon frère, mais j'avais rien encore de souvenir. Donc, je vais porter plainte. Mon père vient m'agresser en personne ici, à mon domicile, le 13 octobre 2023. Et là, en fait, il me refait jouer toute la scène de l'agression de l'enfant. J'ai décrit cette scène dans mon livre que j'ai, voilà. Donc c'est très précis. Et là, en fait, du coup, hop, ça permet à ma conscience de me ramener d'autres éléments. Et donc voilà, là, je comprends une histoire avec un couteau, notamment. En fait, il utilisait un couteau pour me terroriser. Et quand je voyais ce couteau en descendant l'escalier de la cave, ce couteau était posé sur un coffre noir, froid, en métal. Et quand je voyais le couteau, je savais ce qui allait se passer. Et ça, les pédocriminels utilisent ça, c'est-à-dire qu'ils tétanisent leurs victimes, notamment les enfants. Donc, voilà. Donc, et là tout se remet en place par rapport à ces agressions-là. Et puis après, ben, au mois de février, ressurgissent les agressions de mon frère. Et notamment cette agression que j'ai décrit également dans mon livre qui s'appelle L'inénarrable. Ce texte s'appelle L'inénarrable. Comment imaginer qu'un père isole sa petite fille dans la cave, euh, la déshabille, la viole et prend pour témoin son frère aîné qu'il fait asseoir à côté du meuble en formica. Comment, comment imaginer qu'à un moment donné, quand la petite fille a 7 ans et que son frère a 8 ans de plus, comment imaginer qu'il va demander au frère de violer sa sœur? Comment imaginer qu'il va faire le tour et il va violer son fils en introduisant son doigt dans son anus pour qu'il jouisse dans sa sœur? Comment Comment on peut imaginer ça si ce n'est en se disant qu'il n'y a que le diable qui puisse transformer un père en saint? Parce que, vous voyez, euh, un homme peut partir à la guerre, un homme peut partir à la guerre pour défendre sa famille, son territoire, sa patrie. Allez, même pour des richesses, même. Un homme peut aller se venger, voilà, de personnes qui ont été, de sa famille qui ont été tuées par des tyrans. Et même, on peut imaginer que des populations entières, sous l'impulsion d'un tyran, aillent faire la guerre, comme les Allemands l'ont fait sous le règne d'Hitler. Mais franchement, comment on peut imaginer qu'un homme fasse ça à sa propre fille,
à de multiples reprises. Il se trouve que Dieu m'a donné une plume, un stylo, une écriture, depuis que je suis petite. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, un mot me vient à l'esprit, une phrase, et il y a un texte qui s'écrit. Et les premiers que j'ai écrits quand j'avais 12 ans étaient très humoristiques, mais je crois que Dieu me demande, par les textes qui se sont écrits sous ma plume, de témoigner de l'inénarrable. Et il m'a même donné la force, alors que j'étais dans une abbaye, très souvent ces textes qui sont d'une redoutable violence. Et j'ai pu les écrire en étant dans une abbaye. Je crois que Dieu et les anges me donnaient la force. Et j'ai même pu écrire un texte qui s'appelle l'empathie. Dieu m'a fait rentrer dans la peau d'un pédocriminel. Je ressens tout. J'ai tout vécu, ce qui fait de moi une profiler. Je sais exactement ce que pensent les pédocriminels, les manipulateurs, les tyrans. Je comprends exactement leurs pensées parce que non seulement j'ai été formée à ça, j'ai accompagné des victimes, mais surtout parce que je suis née dans la marmite. Depuis que je suis toute petite, je connais tout ça. Je sais. Voilà. Donc, je dis que ma plume est à la fois katana, le sabre japonais. Je me vois, je souris parce que je me dis, je cherche le costume le costume de Béatrix Kiddo dans Kill Bill et celui de Nelson Mandela. Je l'ai pas encore trouvé. Mais bon, Dieu m'a demandé de m'habiller en blanc, ça doit être ça. Et ma plume est à la fois katana contre les manipulateurs parce qu'en 2-2, pam pam poum, je les démasque. C'est tant pis pour eux. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Et à la fois caresse d'ange pour les victimes. Mais du coup, Sophie, Mmh. tu nous as parlé d'un livre que tu as écrit tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, ce livre, il porte le titre qui m'a été dicté quand j'étais en abbaye bénédictine, justement parce que je pensais qu'il était fini sur le texte L'inénarrable. Et c'est là d'ailleurs que je l'ai envoyé à des éditeurs qui m'ont fait un bon retour, mais il manquait quelque chose, semble-t-il, et je crois que les gens attendent un roman. Ce livre n'est pas un roman. Ce livre, c'est un livre inédit dans le sens où ce sont des textes qui se sont écrits sur 22 ans. Les textes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ma plume se pose, les textes s'écrivent. Ça veut dire que euh, ça retrace aussi l'état et l'état d'être d'une femme qui est en amnésie traumatique, qui est victime de manipulation mentale et qui souffre. Ben voilà, par exemple, je peux parler de boulimie, je peux parler d'événements. Enfin, en fait, il est en plusieurs parties. La première partie, c'est la partie 1, c'est la fuite. C'est quand je me suis enfuie de mon premier domicile conjugal, puisque, évidemment, je me suis mariée avec 2 tyrans. De toute façon, je n'ai rencontré que des tyrans dans ma vie. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec un autre type d'homme. Donc, le premier, c'est la fuite. C'est déjà partir de ce domicile qui était un domicile d'enfer, en fait. Et c'est là que je me suis enfuie avec ma petite fille Anna sous les bras qui avait 3 ans et demi, ma chienne à l'époque qui était déjà une grande histoire avec les animaux, avec les animaux d'une façon générale, avec les chiennes. Donc c'était Lilou à l'époque. Et, euh, et donc je me suis enfuie et là le combat a été mené avec Gisèle Halimi et Maître Trabourgade, son associé, et Marie-France Irigoyen, qui était la première à avoir parlé de harcèlement moral au quotidien. J'étais bien équipée déjà. J'avais
Dieu m'a vraiment fait rencontrer des personnes qui m'ont fait grandir. Et c'est là aussi où j'ai commencé à comprendre comment constituer des dossiers juridiques. Rien n'est hasard dans ma vie, mais aussi bien en termes d'épreuves qu'en termes de force et de courage que Dieu m'a donné. Hein. C'est voilà. Donc la première partie, c'est la fuite. Et puis après, c'est après le silence, la renaissance. Donc là, je commence à sortir de l'emprise. Et après résurgence, donc là, ce sont des textes qui sont durs puisque c'est effectivement, bah oui, l'amnésie traumatique qui se lève et donc les souvenirs qui remontent. Et ce sont des textes qui sont importants, je crois, parce qu'on entend aussi la parole des enfants. Ce livre, il est important parce que je me suis fait la promesse de porter la voix des enfants et des adolescents qui sont victimes et qui ne sont pas entendus de nos jours. Je me suis dit, eh bien, si personne n'écoute les enfants, tout le monde entendra la voix d'une adulte qui parle au nom des enfants. Et ça, vraiment, je vous assure, hein, ça fait partie de ma mission. Faire entendre les enfants pour les sauver et les protéger. Et la quatrième partie, c'est vérité ultime et guérison. Peut-on guérir réellement de tout ce que j'ai vécu? Je me pose la question. Je crois que oui. Et un tournant. Et l'épilogue, c'est ma spiritualité. L'épilogue, c'est la merveille de tout ce que j'ai découvert à travers ces épreuves, finalement. J'ai rencontré un moine sage qui m'a aidé à accepter aussi cette mission que je recevais, parce que j'ai râlé. Hein. Quand je l'ai rencontré en mars 2024, je râlais. Je dis non, mais c'est bon, quoi. Moi, je ne voulais plus croire en Dieu ni en Jésus, mais je faisais ces retraites spirituelles pour être près de Marie. Donc, 3 semaines, je restais ici, à Toulouse, pour mener le combat, accompagner les victimes et constituer les dossiers. Et après, je repartais 3, 4, 5 jours en abbaye pour vraiment pleurer. Déjà, je faisais que pleurer, souffler, dormir et être guidée. Et je rencontre un moine sage, et il avait 86 ans, André Jean, il s'appelait. Et je râle. Je dis non, mais c'est bon, quoi. Moi, là, je me souviens de ce que j'ai vécu enfant. Donc, moi, c'est très simple. Hein. Moi, je veux juste maintenant avoir une vie sereine. Donc, faire des bouquets de fleurs faire des bouquets de fleurs et partir en vacances au bord de la mer avec mes enfants. Je dis, mais je râle parce que j'ai l'impression que là-haut, ils me donnent une autre mission. Il semblerait qu'il faille que je lutte contre des pédocriminels. Alors, je râle. Et lui, il m'a bien attrapé parce qu'il me dit, mais moi aussi, Sophie, je râle. Je lui dis, ah bon, vous râlez-vous? Il me dit, bah oui, je râle. Parce que bon, il me dit, j'ai 86 ans. Ah, il l'a eu facile, Jésus, à mourir à 33 ans. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, parce qu'il l'a pas connu, lui. L'esprit vif encore dans un corps qui suit plus. Hein? Parce que c'est pas facile non plus. Et puis, et il râlait, et on a ri, et on a ri. Et c'est comme ça qu'il m'a ramené, en fait, et que j'ai bien accepté de discuter avec lui. Et il m'a donné vraiment les plus beaux enseignements, et il m'a fait accepter cette idée que j'avais une mission, que rien n'était hasard. Et quand je lui ai dit que je pensais que j'étais prophétesse, il m'a dit oui, Sophie. Effectivement, et c'est ce merveilleux, c'est que mes mots me précèdent à l'écrit comme à l'oral. C'est impressionnant. Il y a un texte qui s'est écrit qui s'appelle Seigneur, qui sont-ils ces puissants contre lesquels tu veux que je me batte en ton nom? Je n'ai que ça quand j'écris le texte, que cette phrase. Et là, ça s'écrit. Il n'y a pas une rature, il n'y a pas une hésitation. J'ai gardé tous les textes manuscrits. Ça, ce sont vraiment les textes tels qu'ils se sont écrits. Hein. Je n'ai pas changé un mot, peut-être une faute, ou voilà, mais je n'avais aucune idée de ce qui s'écrivait. Mais par contre, j'ai l'ordre de publier ce livre tel qu'il est avec tous les textes. Donc, je le fais, j'obéis. C'est la règle de Saint Benoît, la deuxième, l'obéissance. La première, l'humilité. Je ne suis rien sans Dieu. La deuxième, l'obéissance. Donc, j'obéis. Et donc, j'ai publié et je n'avais pas encore le souvenir des messes sataniques, des sectes, etc. J'avais aucun souvenir. Je ne comprenais pas ce texte. Je ne comprenais pas. Il y est fait illusion de puissants, d'hommes politiques, de notables, d'avocats, de magistrats, voilà, de religieux. Enfin, je ne sais pas de quoi ça parle. Et en fait, c'était un texte qui était complètement prophétique. Voilà. Donc ça, c'est le merveilleux de cette histoire. Donc, ce livre, c'est avant tout pour sauver et protéger les enfants
pour que vous compreniez aussi ce que vivent les enfants, mais c'est aussi pour toutes les victimes adultes qui sont encore en amnésie. Parce qu'il y a plein de personnes qui souffrent de maux physiques et de maux psychologiques, enfin psychiques, et qui pensent que jamais elles en sortiront. En fait, la raison est toute simple, hein. C'est l'enfant intérieur qui crie. Une fois qu'il sera entendu, eh ben les difficultés du corps s'apaisent. En fait, je dis que l'enfant intérieur est merveilleux parce que ces crises d'angoisse qu'on peut subir, ces dépressions, c'est redoutable, hein, mais c'est finalement la seule chose qui reste à notre enfant intérieur pour dire tu vas m'écouter, tu vas me sauver. C'est, il est vaillant notre enfant intérieur, je vous assure, il est vaillant. C'est grâce à lui qu'on arrive encore à vivre adulte, etc. Et quand on fait la paix avec notre enfant intérieur et nos trois parts, parents, adultes et enfant intérieur, voilà, la vie est beaucoup plus douce, on n'est plus victime de tyrans, on n'a plus peur. Et puis on peut être dans la spiritualité d'une façon simple. La spiritualité, c'est l'amour, hein. On peut lui donner le nom qu'on veut, hein. C'est l'amour. Et où est-ce qu'il est disponible, du coup, ce livre? Il est disponible partout en commande. Bon, c'est un livre que j'ai auto-édité, donc auprès d'une société qui s'appelle Book on the Demand, donc directement sur ce site, mais partout, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous commandez le livre de Sophie Alric. Il est donc à la FNAC, Cultura, en ligne aussi, vous pouvez le commander. Et le seul endroit où vous ne pouvez pas le commander, c'est sur Amazon, parce que j'ai fait le choix de ne pas le mettre sur Amazon. Voilà. Donc, à Toulouse, il est dans une librairie, pour l'instant, vous pouvez le consulter, qui s'appelle L'Autre Rive, avenue Étienne Billière, et il est également disponible dans un petit magasin, 60 avenue de Castres, qui est un petit magasin de librairie presse. Voilà, ils ont quelques exemplaires, et si nécessaire, j'en apporterai d'autres exemplaires ailleurs. Voilà. Super. Je pense que c'est un livre salvateur. Voilà, je l'espère de tout cœur en tout cas, et il est là pour ça. Et il y en a d'autres qui vont s'écrire. Le deuxième est déjà prêt. Il s'appellera Prophétesse, parce que ce sont des textes qui révèlent la parole de Dieu. Alors tout ça, ça me dépasse complètement, on est bien d'accord, hein, mais bon. Et j'accepte, j'y vais. Et voilà, et puis après, j'écrirai l'histoire, bien sûr. Voilà. Parfait. C'est un livre qui tient à cœur. Maintenant, tu nous as reparlé d'un terme, les messes sataniques. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui s'y passe? Et quel est le lien entre ces messes sataniques et ta propre histoire? Alors en fait, le lien, c'est que je les ai vécus. Donc moi, j'avais pas idée de tout ça. Franchement, alors je ne regardais rien, j'avais pas du tout quand on est en tout cas moi, dans ma situation, comme j'étais en dépression récurrente, j'étais en mode de survie. Donc j'avais pas la possibilité de vraiment me tourner vers les autres, d'être vraiment je pouvais pas regarder les films, ou les émissions qui parlaient de ces sujets. C'est beaucoup trop violent. Quand on est dans cette situation d'amnésie, notre enfant, il peut pas regarder ça. Donc ça veut dire que je n'avais aucune connaissance, rien. J'en avais entendu un peu parler, mais franchement, je pense que c'est du pipeau tout ça. Mais sauf que les souvenirs sont remontés. Donc c'était en juin. J'ai toujours eu cette espèce de sensation dans le corps d'avoir été touchée par plusieurs personnes. Vous voyez, alors je me disais que comme ma mère était pédiatre, alors en fait elle était médecin généraliste, mais elle s'était instituée pédiatre pour être plus proche des enfants, et que à l'époque ça se faisait d'avoir des bonnes à la maison. On appelait ça des bonnes, hein. Faut quand même. J'ai accompagné une dame d'ailleurs qui a été bonne, qui a 84 ans, qui m'a dit en fait on était bonne à tout faire. Ça veut tout dire. Elle s'est battue pour la dignité, mais donc nous à l'époque on avait des bonnes. Et donc, elle dormait à la maison et elle s'occupait de moi. Elle s'occupait de mes frères, elle faisait le repas, le ménage, bref, elle s'occupait de la maison pendant que ma mère allait travailler et mon père faisait sa double fonction. Il était enseignant au lycée Jean Giraudoux en biologie à Châteauroux, donc, et en même temps maire adjoint. Donc voilà, comme on avait plusieurs bonnes, enfin voilà, alors mes parents choisissaient toujours des personnes qui étaient soi-disant défavorisées, ça se fait, vous comprenez, dans la société, on prend une bonne, puis finalement on lui rend service. Donc des enfants de la DAS, des enfants dans des milieux défavorisés. Le deal, le prétexte, c'était en fait de les éduquer pour qu'elles sachent tenir un foyer,
Et en même temps, en fait, elles avaient un peu d'argent de poche et puis finalement, elles faisaient tout à la maison. En tout cas, j'avais cette idée-là, donc je me suis dit, peut-être parce que j'ai eu plusieurs femmes qui se sont occupées de moi quand j'étais bébé et que j'ai gardé cette sensation d'avoir été tripotée. Mais vraiment, c'est ça, un tripoté, sans amour, sans amour. Je suis restée là-dessus. Et puis, toujours pareil, hein, l'amnésie s'est levée. Et les premiers souvenirs qui me sont remontés, en fait, c'est remonté en plusieurs fois. C'est remonté, c'est remonté aussi avec le fait, je crois, que mon corps parlait. Par exemple, j'avais beaucoup d'extinction de voix. Alors pour une sophrologue, c'était quand même embêtant. Et je me rendais compte que dès que mon père s'approchait, mon géniteur s'approchait de Toulouse, j'avais une extinction de voix. Et j'avais toujours une sensation d'être serrée là, d'être comme étranglée en fait. Donc, je travaillais avec une orthophoniste. En même temps, moi, j'étais sophrologue caïcédienne, donc moi, ça veut dire que pendant 3 ans, je me suis formée à cette méthode, qui est une méthode pour aller vraiment au cœur de soi et faire le lien entre notre corps, notre esprit, notre conscience et notre âme. Et en parallèle, j'étais accompagnée avec une psychologue qui faisait de l'EMDR, qui m'a permis de sortir de l'emprise. Ça veut dire qu'encore une fois, le tyran est éloigné, j'avais mis à distance mon géniteur et mon frère, et en même temps, voilà, du coup, l'enfant intérieur pouvait commencer à s'exprimer. Et en continuant ce chemin, et puis en plus, je me formais, donc moi, à l'accompagnement des victimes, donc moi-même, je me formais, et j'étais accompagnée aussi par une personne qui était capable de me dire, oui, tout est possible. Oui, ton père a le profil d'un tyran. Oui, en fait, c'est ça aussi quand on accompagne les victimes, c'est de dire oui, moi je t'écoute. En fait, c'est d'écouter l'enfant intérieur et d'être prêt à tout entendre. C'est la même chose quand on est parent, quand on est frère, c'est de se dire que l'inimaginable est possible. Le nombre de fois où les gens me disaient non mais Madame Alry, j'ai jamais dit ça à personne, ou bien non mais ça je peux pas vous raconter. Et moi je disais moi je suis bien placée pour savoir que l'inimaginable est possible. Et donc voilà, c'est ça aussi, c'est ouvrir la porte. En tout cas, en entendant l'inimaginable est possible, mon enfant a continué à me parler. Et donc, je me suis souvenue de cette première scène. En fait, je suis dans une grosse maison, mais en fait, je suis dans le sous-sol de la maison. Et c'est pas complètement le sous-sol parce qu'il y a des soupirails sur le côté. Et donc, les soupirails sont là. Là, il y a un petit escalier en pierre et qui mène à une grosse porte en bois. Et là, il y a un espèce d'hôtel en pierre. Cette première scène dont je me rappelle, je suis là, donc. Je suis petite fille, j'ai 12 ans à peu près. 12-13 ans. Et au début, je suis habillée. Et en fait, il y a des gens autour qui sont en cercle, donc c'est très précis. Il y a 6 hommes et 2 femmes, dont ma mère et mon père. Mon père est à l'extérieur. Il orchestre. Et là, ils n'ont pas de costume, ils sont habillés. Et j'en connais certains. J'ai même pu donner des noms. Hein. J'ai porté plainte, j'ai pu donner des noms. Cette plainte, je l'ai lue sur LinkedIn. Je n'ai pas donné les noms. Mais en tout cas, les noms sont posés sur cette plainte, qui a été classée sans suite, tenez-vous bien. Non, oui, prescrite. Prescrite. 30 ans, prescrite. Bref. Donc là, je suis au milieu de ce cercle et ils me font tourner comme ça sur moi-même en me faisant passer des uns aux autres. Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas parce qu'il y a des personnes que je connais et notamment des personnes que j'aime beaucoup et je comprends pas pourquoi je comprends pas ce qui se passe en fait. Je comprends pas, mais je tourne et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Et à un moment donné, je me retrouve sur une chaise assise. Je suis nue et je suis attachée dans le dos. Les mains sont attachées dans le dos. Et là, les gens sont nus autour de moi.
Et il y a quelqu'un derrière moi qui me tire les cheveux comme ça. Et là, là, il commence à me toucher. Et ça me palpe, ça me touche. Et il y en a qui mettent leur sexe dans ma bouche. Et ils m'obligent parce qu'ils me tiennent, ils me font mal. Et moi, je comprends pas ce qui se passe, je voudrais que ça s'arrête. Mais ça s'arrête pas. Et puis après, je suis sur cette espèce d'hôtel en pierre qui est très froid. Je suis sur le dos. Et il me palpe, il me touche. Et je sens une main petite, une main féminine sur mon sexe qui masse. C'est ma mère. Elle me prépare. Je peux plus bouger. Je voudrais bouger, mais je peux plus bouger. Mes membres réagissent plus. Et il y a quelqu'un, il y en a plusieurs, ils me pincent très fort les seins. J'ai des petits seins naissants, je suis petite. Ça fait mal. Je voudrais faire ça, mais je peux pas. Et autour, ça se touche, ça se masturbe, ça se... Et ils commencent à me violer les uns après les autres. Ça s'arrête jamais. J'avais même pas idée qu'on pouvait violer un enfant. Autant de fois. Aussi longtemps. Sans qu'elle meure. Je sais pas ce qu'ils donnent comme drogue pour, j'imagine, dilater, maintenir en vie. Parce que je suis fille de notable. Donc je suis l'enfant qui ne peut pas disparaître. Donc, me viole. Et puis c'est pas fini, hein. Moi je crois qu'ils vont s'arrêter, mais c'est pas fini. Ils me retournent. Et les uns après les autres, ils continuent à me violer. Ça non plus. Je pensais pas que ça pouvait exister. Ça a duré toute la nuit. Et puis, la lumière enfin apparaît par les soupirales. Et là, ils partent tous, les uns après les autres. Mon père et ma mère en dernier. Ma mère me regarde et il me laisse là, sans une couverture, sans rien, sur cet hôtel froid. Et je suis morte. Je suis morte. Je pense que ces cérémoniales, dont ce n'est qu'une partie, se sont déroulées autour de mon anniversaire. Certains en tout cas. Parce que j'ai toujours eu horreur de mon anniversaire. Et le mois d'octobre est toujours un mois où l'angoisse monte. Et les souvenirs ont continué à remonter. Je me rappelais que mon père, il y avait une grande manifestation annuelle pour obtenir des fonds pour la campagne de Bernardet. Il s'appelait le maire, il s'appelait Bernardet, je ne connais pas son prénom. Tout le monde l'appelait Bernardet. Et donc tous les ans, il faisait un méchoui.
Et alors, il y avait du monde. Et alors, voilà, avec les inscriptions au méchoui, ben, ils récoltaient de l'argent. Et, et je me rappelle que parfois, mon père m'appelait. J'avais des nattes souvent. Et il m'appelait, il me présentait à quelqu'un. Et un homme. Il disait, Sophie, viens voir que je te dise, viens voir, viens dire bonjour au monsieur. Moi, on m'avait appris à toujours dire bonjour au monsieur. Et alors, je me retrouvais devant un homme et je disais bonjour. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi mon père m'avait appelé alors que j'étais en train de jouer avec mes copines. Pourquoi il m'appelait pour dire bonjour à ce monsieur que je ne connaissais pas. Et l'autre, il disait, ah oui, elle est mignonne. Voilà. C'est bon, tu peux aller jouer. Je ne comprenais pas. Ça fait aussi partie des souvenirs, par exemple, qui remontaient régulièrement, même dans toute ma vie, mais que je ne comprenais pas. En fait, il me présentait. Il me vendait. Je sais même pas si à ce moment-là, il me vendait pour de l'argent. Je crois pas. Je crois que c'est gratos, les messes sataniques. Et puis après, il y a d'autres souvenirs encore qui sont remontés. Dans les souvenirs que j'avais, qui étaient toujours là, je me rappelle que parfois, mon père m'amenait les mercredis après-midi dans un endroit qui était une grosse bâtisse. Pareil, c'était le même genre de bâtisse blanche, dans lequel il y avait plein d'enfants. Moi, j'adorais y aller parce qu'il y avait plein d'enfants, parce qu'on jouait. Je sais que là-bas, il y avait aussi une petite fille que j'aimais beaucoup qui s'appelait Florence, qui était une enfant trisomique, qui était la fille d'un marchand de légumes que je voyais aussi au marché le samedi. Donc, elle était là en même temps que moi, mais tous les autres enfants n'étaient pas du tout handicapés, hein. Et donc, on jouait. Et mon père me disait, moi je voulais y aller tous les mercredis, il me disait non, toi c'est pas possible parce que toi tu es pas handicapé, c'est un endroit pour les enfants handicapés. Et moi je comprenais pas pourquoi, parce qu'ils avaient pas l'air handicapés. Ce qui fait que j'ai grandi, vraiment, hein, j'ai grandi avec la notion que le handicap ne se voyait pas. J'étais persuadée que les enfants ne voyaient pas, mais vraiment, hein, ne voyaient pas le handicap. Une personne dans un fauteuil roulant, non, non, elle le voyait pas, elle le voyait debout, elle. Une enfant trisomique, non, non, elle le voyait pas, elle voyait un enfant qui était, voilà, un enfant ne voyait pas le handicap. En fait, c'était pas un lieu d'accueil pour les enfants handicapés, c'était un lieu d'accueil pour les enfants qui n'étaient plus protégés. Donc de l'ASE, aide sociale à l'enfance, ou de l'équivalent. Et moi, j'avais beaucoup sympathisé, j'aimais beaucoup, on s'aimait beaucoup tous les deux, un petit garçon, je crois qu'il s'appelait Raphaël, qui avait 4-5 ans. Raphaël avait des boucles, et Raphaël passait son temps à mettre son doigt dans le nez. C'était... Et moi, je crois que j'étais un peu sa grande sœur maman, parce que Raphaël, il avait plus de... Manifestement, il n'avait plus de parents. Ces gens veulent détruire l'amour, la joie et l'innocence des enfants. C'est ça ce que mon père a voulu détruire entre mon frère et moi, en lui imposant de me violer. Et c'est ça. Et c'est ça. Ce que mon père m'a fait subir dans cette deuxième partie. En fait, c'est la première. Mais le trauma, je crois, est encore plus grand. Donc, je m'en suis souvenue après. C'est la même pièce. Nous sommes cette fois-ci, donc là il y a les soupirails, il y a les soupirails et je suis dans la pièce, on est dans l'angle. Et en fait, autour de nous, il y a ces gens, les mêmes nombres de personnes, mais cette fois-ci, ils sont habillés comme le Ku Klux Klan, mais en noir. Et la capirote, je sais, j'ai appris que c'était le mot, la capirote, cette espèce de truc pointu, est moins haut que celui du Ku Klux Klan. Je le sais parce qu'en fait, je me rappelle très bien avoir été terrorisée par un film où il y avait du Ku Klux Klan. Ça me terrorisait quand je voyais ça. Et pour cause. Et donc, ils sont là autour. Ils font un demi-cercle, on est coincés. Et il y a 2 enfants qui sont morts déjà, au sol. Inertes. Il n'y a pas de sang.
assise. Je suis assise et j'ai les jambes un peu écartées. Et là, allongée, il y a Raphaël. Et il a sa tête là. Et il peut plus bouger, lui. Je pense qu'il est drogué comme moi je l'étais après. Mais moi, je suis pas droguée dans cette partie-là. C'est pour ça, je pense qu'ils sont déguisés pour pas que je les reconnaisse. Et Raphaël, il est là. Et on se regarde. Et on sait ce qui va se passer. Parce que il m'oblige, ces gens, à mettre mes mains autour de son cou. Et derrière moi, il y a un homme. Je sais que c'est un homme parce que je reconnais ses mains. Il y a un homme qui a mis ses mains comme ça autour de mon cou. Et en fait, il ne serre pas. Mais par contre, il bloque la trachée. En fait, il appuie avec les pouces. Et en fait, il faut que je fasse pareil sur Raphaël. Et si je le fais pas, il appuie sur ses pouces. J'ai reconnu ses pouces. Je les ai reconnus parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup dans mon enfance, qui était notre voisin. Et il était franc-maçon. Je l'aimais beaucoup et quand j'allais chez lui, quand j'étais petite fille, vous savez, il s'amusait à écrire des lettres dans mon dos. Il me soulevait le t-shirt et il s'amusait à écrire dans mon dos et il fallait que je devine les lettres. On n'oublie pas, des mains comme ça, c'était des mains un peu potelées, voilà. Toujours est-il qu'il appuie et moi j'appuie aussi. Je ne peux pas parler, mais de mes yeux, j'implore Raphaël de me pardonner. Et il a l'extrême délicatesse, parce qu'on se regarde tout le temps dans les yeux. Il a l'extrême délicatesse de fermer ses paupières. Jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Je crois que ma plume est guidée par ces petits anges. Marie est venue me chercher dans cette scène. Et je sais qu'un ange veillait sur Raphaël. Donc ça, c'était la première partie de la scène. Et après, il me drogue. Voilà, c'est pour ça qu'ils me font tourner. Le temps que la drogue agisse. Il semblerait que lorsqu'ils font ces messes, ils introduisent le diable dans les enfants. J'ai été exorcisée. Et c'est impressionnant. Je pensais pas qu'on puisse faire ça à des enfants. Je pensais même pas que le viol d'un enfant était imaginable, honnêtement. Je pensais même pas. Donc, par contre, je me rappelais aussi, parce que, évidemment, quand j'étais petite, j'avais une chambre à moi toute seule. C'était bien commode pour que mon frère puisse venir me violer. Ma mère me disait, ne porte pas de culotte, ça fait aérer. Voilà. Et nombre de fois où je tombais dans mon assiette le soir parce qu'en fait, elle me droguait. Et donc, ma chambre était mitoyenne à celle de mes parents. Et j'appelais plein de fois ma mère parce que j'étais terrorisée. J'arrivais pas à dormir, j'avais peur la nuit. Et une fois, j'avais très très mal au sein. Et je l'appelle et je lui dis maman, j'ai mal au sein.
Et elle m'a répondu, tais-toi, ça pousse. Ils en ont ri. Ils en ont ri dans les repas familiaux. Ils en ont ri. Elle m'a expliqué, elle a tenté de m'expliquer que c'était parce que je portais des salopettes trop courtes, trop serrées. À l'époque, c'était la mode des salopettes et quand on est une enfant victime, croyez-moi, on veut pas que le corps se développe. Hein. Donc les hanches, c'est une horreur et les seins, il faut pas en avoir. Donc je portais effectivement des salopettes très serrées. Et je détestais mes hanches, je détestais mon corps. J'aurais tout fait et je l'ai mutilé d'ailleurs pour que personne puisse voilà, pour qu'il puisse pas attirer le regard des hommes. Et j'étais donc persuadée que c'était à cause de ces salopettes que j'avais des abcès au sein, parce que c'était des abcès au sein que j'avais. Le lendemain matin, je n'ai pas pu aller à l'école, je ne pouvais même pas marcher parce que la vibration du sol de mon pas me faisait une douleur intense dans le sein, et notamment le sein gauche. En fait, le corps témoigne de ce qu'on a vécu. Donc, ces sensations que j'avais d'étranglement étaient bien réelles. Les sensations et les abcès du sein avaient des causes. Mes angines à répétition avaient des causes. Le fait que je veuille me placer en permanence, c'est-à-dire j'ai porté 11 fois les béquilles, à force de faire des entorses, de tomber dans les escaliers, de me casser le sacrum, de casser le coccyx. C'était pas que je voulais me faire mal. C'était que je voulais rendre mon corps inutilisable. Je voulais ne plus pouvoir descendre depuis qu'un escalier de la cave. Et j'avais pas conscience de tout ça. Voilà, ma mère était pédiatre. Et je voulais appeler mon premier enfant Raphaël. J'ai soigné, je l'ai pas fait. L'archange Raphaël est vraiment à mes côtés, par contre, ça je le sais. Je crois qu'il m'a été donné la force de me guérir pour guérir les autres. Donc je suis en permanence avec les anges. Je suis guidée, je suis soutenue. Je prépare aucun de mes posts, articles, interviews, parce que je me laisse porter et je sais que mes mots sont aussi ceux des nombreux enfants qui sont assassinés dans le cadre de cette secte. Les souvenirs sont pas encore tous remontés, j'ai plus tout envie d'en avoir, j'ai plus envie, mais il y a encore quelque chose que je peux vous raconter. Ça va, Maquille? Ça va, parfait. C'est horrible. C'est prêt? J'avais aussi, dans les symptômes du corps, une très grande douleur entre les omoplates. Pareil, 12 ans, 13 ans. Et ma mère me disait que j'avais soi-disant un Scheuermann. Soi-disant, j'avais mal parce que j'avais une vertèbre qui se développait pas comme il faut et qu'elle était plus épaisse d'un côté comme de l'autre. On n'a jamais retrouvé la trace de cette maladie dans les radios. Et les souvenirs remontent là. Je suis dans une forêt. C'est l'heure qu'on appelle entre chien et loup. C'est-à-dire que le jour est en train de tomber, c'est le début de la nuit. Et dans cette forêt, j'entends plein de cris. Plein de cris d'enfants. C'est atroce. On court. Moi, je cours aussi. J'ai peur. Et puis, à un moment donné, je vois au loin
une maison, toujours pareil, ce même genre de maison. Est-ce que c'est la même, je pense. C'est le même genre de maison. Une maison cossue, grosse, une bâtisse. Et je me dis qu'il faut que j'aille dans cette maison pour me mettre à l'abri. Et là, il y a un arbre, un gros arbre, façon un gros chêne peut-être, avec de la mousse dessus. J'arrive au niveau de cet arbre et tout d'un coup, je reçois dans le dos, entre les omoplates, un coup extrêmement violent. Et je tombe à genoux et je me retiens sur cet arbre. Et derrière moi, il y a un homme qui fait peur. Il est complètement tout en noir. Il a une cagoule noire. Je vois pas du tout son visage. Il est svelte. Il est plutôt jeune. Et je suis terrorisée. J'ai mal. Je pense que j'ai pris un coup de crosse ou comme ça. Et j'ai extrêmement mal. Et là, je me retrouve dans une pièce un peu comme la première pièce que je vous ai décrite, c'est-à-dire en pierre, sous-sol. Ils me font déshabiller, ils sont plusieurs. Ils sont habillés en noir. Ils sont jeunes. En tout cas, c'est des sportifs. Ils sont seuls. En tout cas, ceux que je vois. Il y en a 2 ou 3. Et ils me font déshabiller. Et ils me font mettre un espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une forme de ceinture de chasteté, avec une sorte de pénis métallique. Ça fait mal. Mais en plus, il y a des impulsions électriques dedans. Ça fait très mal. Et là, ils me font changer de pièce. Je traverse un couloir. Et je rentre dans une pièce qui est absolument blanche, comme un laboratoire. Et cette pièce, je repère qu'il y a au milieu, c'est un peu incliné, le sol est un peu incliné, et au milieu, il y a une bouche d'évacuation. Il n'y a pas de meuble. Au fond, il y a un fauteuil comme un vieux fauteuil de dentiste. Mais il est particulier parce qu'il y a une sangle aussi là, comme ça. Et sur ce fauteuil, il y a un enfant, je sais pas, 9 ans peut-être, 10 ans, qui est attaché, les poignets, et la tête. Il pleure, il crie. Et le seul mobilier qu'il y a, c'est une espèce de desserte, vous savez, comme dans les trucs de chirurgien. Et il y a des choses dessus. Il y a des choses. Des instruments. Pour faire mal. Je veux pas rentrer dans cette pièce. Je veux pas y rentrer. Mais, il me pousse. Et dans cette pièce, il y a un autre homme comme ça qui m'attend. Et du coup, ils sont plusieurs. Et dès que je désobéis, il donne une impulsion dans ce qui me fait mal. Et ils mettent des enfants petits au sol, sur le dos. Ils ont 3-4 ans. Ils les mettent là, devant moi. Moi, je suis à genoux. Et ils me donnent une machette. Ils tiennent l'enfant qui crie, les bras en croix. Et moi,
je dois trancher la main gauche de l'enfant. Il y a du sang partout. Et puis il me faut me relever et me diriger vers ce garçon. Et il me donne une espèce de grande pique. Un truc pointu, grand. Là, l'enfant, il hurle. Je veux pas y aller. Mais ça fait mal. Il me pousse. Et il me faut enfoncer le pic dans l'œil de l'enfant. Jusqu'à ça. C'est chaud. Et après, je sais pas. Pour sortir mon enfant intérieur de cette scène ignoble, Marie est venue encore une fois. Les anges, Jésus, là. Il y avait beaucoup de monde. Je voudrais ne plus jamais avoir à raconter cette scène. C'était dans les années 80. À Châteauroux, je pense Bourges aussi. En région centre. Châteauroux est toujours une plaque tournante de cette secte. Et c'est la raison pour laquelle, lors du procès de l'ASE du Nord, qui a eu lieu en septembre 2024 à Châteauroux, les victimes, qui étaient des enfants qui avaient 30-35 ans et qui témoignaient des violences qu'ils avaient subies dans des familles dans lesquelles ils ont été placés. Donc c'était des enfants de l'ASE du Nord et ils étaient placés dans des familles autour de Châteauroux. Et donc ils témoignaient de violences extrêmes, physiques, verbales, sexuelles. Il y en a un qui a dit, je crois que il était menacé, on disait si tu parles, on te brise les genoux. Eh bien, lors de ce procès, les plaintes, notamment sur les agressions sexuelles, ont été gommées. Sur les bancs des accusés, il n'y avait pas les personnes responsables, les adultes qui, à l'époque, avaient ordonné ces placements dans ces faits. Si les plaintes pour agression sexuelle ont été gommées, c'est tout simplement qu'en France, les notables de cette secte sont protégés. Et que à Châteauroux, si on avait instruit les plaintes, réellement, on serait automatiquement retombé sur mon père et ses acolytes. Voilà. Mon père est un haut dignitaire de cette secte. Et comme tout est organisé, mon premier mariage était déjà orchestré, et le deuxième également. Et donc là, ils m'ont fait épouser un homme qui est le fils de l'autre haut dignitaire, qui lui est psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux de Toulouse et Montauban. Donc je suis l'enfant, en fait, de cette secte. En fait, je suis l'enfant entre les deux têtes du dragon.
C'est pour ça que j'ai compris ce qui se passait. C'est là que, voilà, je pense que j'étais celle qui devait mettre à terre cette secte en révélant ses vérités. Quand on t'entend, on comprend que cette secte est vraiment puissante en France. Mais de quelle manière est-ce qu'elle agit sur la justice? Comment ça se fait qu'elle ait une influence sur la justice? Et au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle agit en manipulant, en corrompant? Est-ce qu'elle a des agents qui sont directement dans la justice? Comment ça se fait qu'elle ait toujours pas été mise à terre et qu'elle puisse encore agir aussi facilement aujourd'hui? En fait, c'est le principe des dictatures cachées, hein, masquées. C'est-à-dire que c'est par définition, c'est du contrôle coercitif. Alors, moi, j'explique cette secte en disant, ben, il y a cette secte au sommet, voilà, avec des serpents. Désolée pour les serpents, mais c'est des serpents, hein, quand même. Qu'est-ce que tu entends par serpent? Un serpent, c'est le terme biblique du terme, on va montrer l'image de Marie, mais c'est Marie qui terrasse le serpent. Le serpent, c'est les criminels. C'est vraiment ceux qui sont vraiment, qui ont une réelle intention de destruction. En fait, ces gens, cette secte, elle vise la destruction de l'humanité, hein. Ni plus ni moins, hein. Moi, je le dis, ils sont pires que les nazis. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Jamais. Jamais. Mais en réalité, en s'en prenant aux enfants, eh bien, non seulement ils jettent des pelletées de terre sur les étincelles divines, tous les enfants de Dieu qui viennent au monde, on est tous enfants de Dieu. C'est-à-dire, on est tous enfants de l'amour. Pour l'appeler encore une fois, n'importe comme on veut. On est tous enfants de Dieu. Dieu met en nous un diamant, l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance, la joie, l'espoir. C'est-à-dire, quand on regarde un petit enfant qui vit dans des conditions épanouissantes, c'est un petit joyau. C'est une merveille, d'accord? Bon, un enfant qui est agressé sexuellement, je vous l'ai dit, il a plus que la mort comme sensation. Donc, autrement dit, c'est pelleté de terre sur le diamant. Alors, évidemment, après, l'enfant, quand il grandit, soit il devient lui-même un bourreau. Alors, un bourreau vraiment psychopathe, pédocriminel, voilà, pour certains. D'autres, ben, voilà, je pense qu'il y a évidemment plusieurs niveaux, mais d'autres deviennent, je crois, des agresseurs parce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit dans leur fonctionnement. Par exemple, je fais une distinction entre mon géniteur et mon frère aîné. Vous voyez, je fais une distinction. Il y a plein d'adolescents qui agressent d'autres enfants parce qu'en fait, il y a une sorte de conditionnement qui est derrière. C'est pour ça qu'il faut agir, il faut sauver nos enfants et nos adolescents. Et donc, j'explique que les étincelles divines sont jamais éteintes complètement. Hein. Jamais. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné les autres. Mais en tout cas, c'est ça leur intention. Donc, ils nous transforment, en fait, ils développent, ils font en sorte que la pédocriminalité se développe d'une façon exponentielle, parce que soit on est bourreau, soit on est un adulte souffrant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec des maux de l'esprit ou du corps qui font que, en fait, on ne peut pas être celles et ceux qui sont aptes à rayonner de tout ce qu'on est normalement. Quand on est en souffrance, on peut pas être on peut pas être avec les autres, on peut pas être tourné vers les autres, et surtout, on peut l'être. Alors, il y a beaucoup de psychologues qui sont dans des souffrances ou des accompagnants, etc. Mais c'est surtout on est manipulable à souhait. Donc, autrement dit, ben, d'un côté, vous avez les tyrans qui se développent avec plein de pédocriminels, et de l'autre côté, des personnes qui sont victimes et qui sont des moutons. Parce qu'en fait, on ne peut pas réagir. On est 14 millions d'adultes à avoir été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. 14 millions d'adultes. En France ou dans le monde? En France. Ce sont les derniers chiffres de Muriel Salmona, qui est spécialisée sur ce sujet. D'ailleurs, elle a édité 2 livres, dont un dernier, je crois que c'est enrayé, La fabrique des bourreaux, des manipulateurs, je sais pas comment on l'appelle. Bref. En tout cas, et 70% sont en amnésie traumatique. Ce qui explique que, justement, du coup, c'est pour ça que, en fait, il y a ce déni, c'est que beaucoup de personnes en France ont été victimes elles-mêmes et donc ne peuvent pas entendre cette réalité des agressions d'enfants. Puis après, il y a les autres personnes qui, de toute façon, c'est inentendable, franchement, l'agression d'enfants, c'est très bien. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette secte, donc, ces criminels, c'est ceux qui veulent vraiment détruire l'humanité, ils agissent par 2 actions. Ils agissent
ils dominent en fait d'autres professionnels par ce qu'on appelle des alliances consenties, donc pour de l'argent ou du pouvoir, un poste, une prime, voilà. Sachant que là on peut être piégé, c'est-à-dire qu'au début c'est bah écoute, si tu me rends ce service, je pourrais voilà, je sais pas moi, je te donnerai cette promotion. Bon, c'est déjà un peu fumeux quand même hein, pour moi. Enfin bon. En tout cas, pour moi ça c'est des alliances consenties, autrement dit des alliances qui valent rien, hein, parce que là c'est des alliances entre les rats, hein, c'est-à-dire que ils vont se dénoncer les uns les autres hein, pour se protéger. Ces gens sont des lâches. Ces gens sont des lâches. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les autres alliances sont des alliances forcées. Forcées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la manipulation mentale, il y a du chantage, il y a des pressions, et puis après, il y a vraiment le contrôle coercitif en tant que tel. En fait, la manipulation mentale peut être une première phase du contrôle coercitif. Au début, c'est toujours pareil, c'est de la séduction. Voilà, tiens, oui, un hiérarchique, un patron qui paraît super sympa, un collègue, un notable, voilà, donc tout le monde, bon, voilà. Ça, c'est la phase de séduction, on se méfie pas. Et puis après, c'est la phase de harcèlement. Donc là, on commence à nous demander des choses, par exemple, ils peuvent jouer aussi sur le, vraiment, tu me rendrais vraiment service si tu faisais ça parce que j'ai fait une bêtise en fait. Et tu me rendrais vraiment service parce que voilà là je vais être embêtée mais vraiment en dehors de évidemment tout crime voilà c'est juste un petit service qui paraît anodin. Et puis après c'est ah oui mais écoute là j'ai refait une bêtise, je suis vraiment embêtée parce que là si tu m'aides pas j'aurai pas ma prime mais j'ai déjà réservé les vacances pour les enfants donc tu vois je serai embêtée. Voilà, en fait ils jouent sur notre corps sensible, sur notre en fait, ils nous font pitié, ces gens. Donc, voilà, on va les aider pas. Puis la troisième, c'est, bah, écoute, maintenant que tu m'as aidé, si je tombe, tu tombes avec moi. Alors ça, ils choisissent leur cible. La cible, ça peut être, par exemple, une maman qui élève seule ses 3 enfants. Et qui, du coup, va se retrouver coincée, parce que si elle obéit pas, ben, comment elle fait pour, garder son poste? C'est le cas au cas où, hein. Donc c'est le cas où, au tribunal, partout en fait, dans toutes les institutions. Et après ça continue, c'est-à-dire que vous imaginez bien que les juges, les avocats, les magistrats, tous les notables en fait, ils choisissent en général leur profession par vocation, notamment dans le domaine de la protection de l'enfance. On ne peut pas vraiment imaginer que ces gens passent les années de leur jeunesse à bosser comme des fous pour obtenir leur concours, s'il n'y a pas une vocation derrière, c'est pas pour de l'argent. Ces gens, donc, ils travaillent pendant leurs études, ils ont leur concours, pendant leurs études, je prends un juge des enfants, je prends un juge aux affaires familiales, un procureur des mineurs. Pendant leurs études, ils voient des autopsies d'enfants. Ils voient des choses horribles, hein. Des nourrissons, hein, qui ont été violés, qui sont morts. Des choses horribles. Pendant leur métier, ils ont des dossiers, c'est que ça. Enfin, c'est vraiment des dossiers où ils voient des photos, des choses horribles. Puis un jour, en fin de journée, comme ça, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau, puis qui pose 3 photos sur le bureau du juge. En général, une femme. La juge. Et là, ce sont les photos de ses enfants. À la sortie de l'école. Dans le parc à côté de la maison avec la grand-mère. En sortant du club de sport. Et là, elle comprend qu'en fait, ses enfants, ils sont repérés. Et puis on lui dit, écoutez, dans ce dossier-là, si vous donnez pas raison au père, les prochains, c'est vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez comment réagit une mère? Ça, c'est vraiment le principe du contrôle coercitif, c'est-à-dire qu'ils utilisent notre sentiment d'amour pour nos proches, pour nous dominer. Donc là, cette juge qui va essayer de protéger, qui va penser pouvoir protéger ses enfants, c'est un leurre, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Donc de toute façon, s'ils veulent s'en prendre aux enfants, ils s'en prennent aux enfants, et la violence ne fait qu'augmenter. Ça ne s'arrête jamais avec ces gens, hein, jamais. Donc là, ça peut être ça. Dans le cadre de ma fille, par exemple,
jeune avocate. Donc c'est un témoin majeur, mais comme les autres, hein, parce qu'elle n'est pas toute seule, ils sont très nombreux en fait à être sur ce contrôle coercitif. Ben en fait, c'est si tu te rapproches de ta mère, on la tue. Puis tu sais quoi, avant de la tuer, on l'a torturée. Croyez-moi, elle sait parfaitement ce dont ces gens sont capables. Mon fils, qui est mineur, mais qui est un adolescent, qui a toujours eu le sens des responsabilités et du sacrifice, ben ça va être, si tu parles, on s'en prend à ton jeune frère de cœur. Et c'est pareil pour tous les enfants, tous les adolescents. Et c'est le même fonctionnement. En fait, le contrôle coercitif n'est pas une question de genre, n'est pas une question d'âge, et n'est pas une question de profession, de religion, de niveau social. Non, le contrôle coercitif, c'est un individu ou plusieurs qui veulent dominer et soumettre d'autres individus. Ça a été étudié sur le cas des aviateurs américains qui sont rentrés de Corée et qui avaient été incarcérés dans des geôles en Corée. Ces aviateurs américains reviennent et ils témoignent qu'en toute conscience, hein, ils ont accepté de se soumettre à des actes terribles et certains ont même accepté de faire du mal à leurs camarades. Alors, on peut quand même se poser la question. Ce sont des hommes jeunes, physiquement entraînés. Ce sont des militaires. Autrement dit, ils ont fait des études et ils ont étudié l'art de la guerre, l'art de la résistance. Alors, comment ces personnes, ces hommes qui, franchement, sont, on pourrait dire les derniers qui devraient, en fait, céder, finalement. Comment c'est possible? Et quand on comprend comment c'est possible, eh bien, on comprend que le contrôle coercitif, c'est vraiment des barreaux de verre qui se mettent, hop, les uns après les autres, autour de la victime, les uns après les autres. Si bien qu'à un moment donné, la victime est emprisonnée, mais ne peut plus parler à l'extérieur, et personne ne voit qu'elle est en prison. C'est une prise d'otage, le contrôle coercitif. Donc, tant que personne n'intervient d'extérieur pour sortir les otages de là, ils ne peuvent pas se sauver tout seuls. C'est la définition même de la prise d'otage. Sinon, le mot otage n'existerait pas. Donc, ça a été très très bien décrit par Andrea Greff-Vintila, qui a édité un livre, qui s'appelle Le contrôle coercitif, qui, elle, le décrit notamment dans la sphère familiale, mais elle dit bien, le contrôle coercitif est un crime social et pénal, ça concerne le civil et le pénal. Et ça concerne toute la société. Et du coup, moi, en étant formée, j'ai compris comment ça fonctionne et comment cette secte domine. Elle domine par contrôle coercitif. Je vous prends un autre exemple. Un juge d'affaires familial qui arrive. Alors, on va prendre un jeune, vous voyez, qui est motivé, qui travaille super bien, qui a une super bonne réputation, vraiment, bon. Celui-là, il est un peu embêtant quand même pour les gens de la secte, parce qu'il se trouve qu'il protège les enfants. Et puis, allez, même, il serait capable de faire envoyer des pédocriminels en prison. C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie sur un tribunal comme Toulouse, qui est un haut lieu de cette secte, puisque nous sommes vraiment empreints de psychanalyse à Toulouse. Donc, on l'envoie là. Et puis, il arrive dans une ville qu'il connaît pas, il est invité à une soirée de notables, des gens de sa profession, avocats, tout ça. Donc, et il y va, faut bien s'intégrer. Il a une super réputation, d'ailleurs. Et là, les avocats sont vraiment heureux, ceux qui protègent les enfants, parce que, enfin, il y a un JAF qui rend des jugements en lisant bien tout ce qu'il lui est donné, les documents. Même c'est un JAF qui va aller au juge des enfants pour vérifier quand il y a déjà un dossier qui a été déposé contre un père. C'était le cas dans mon affaire. Moi, j'avais déjà porté plainte au niveau du parquet des mineurs et du juge des enfants. Voilà, ce juge-là, il a eu l'intelligence et le professionnalisme d'aller chercher les éléments au juge des enfants. Celui-ci ou un autre. Je continue l'histoire. Il est donc invité à cette soirée de notable. En fin de soirée, on lui met un peu de drogue dans le verre. Et puis on le prend en photo. Puis on fait des films. Avec dans la pièce autour de lui, des enfants agressés sexuellement.
Qu'il soit acteur ou pas, c'est pas la peine. Je veux dire, évidemment qu'il est pas acteur. Mais ça suffit. Il est foutu. Le lendemain, il a ça sur son bureau, et ça recommence. Si dans telle affaire, vous donnez pas raison au père ou à la mère, hein, parce qu'attention, il y a aussi des manipulatrices et il y a aussi des violeuses d'enfants. Ça existe, les pédocriminels. Je mets bien des fois au féminin. C'est comme les manipulateurs. On retombe toujours sur le contrôle coercitif. Hein. Il n'y a pas d'histoire de genre. C'est une question de domination. En tout cas, eh bien, ce juge-là ne pourra plus jamais être libre d'exercer son métier selon ses valeurs, dans le cadre de la loi et de la déontologie. C'est comme ça qu'il domine. Après, il semblerait aussi que nous, les enfants de notables, nous soyons placés. Vous avez compris que nous sommes les enfants qui ne pouvons pas disparaître. Donc, nous sommes transformés en assassins, en tortionnaires. Et après, nous sommes placés. Ils nous placent sur des postes clés. Et après, en fait, on est conditionné. Donc, je crois que il peut y avoir des personnes qui ont été victimes, qui sont en amnésie, qui s'en rappellent pas du tout, et qui sont complètement conditionnées. Il peut y avoir des personnes qui ont réellement fait un pacte et qui se tiennent à ce pacte. En tout cas, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette secte, elle domine la France, puisque ça va jusqu'au sommet de l'État, et qu'elle est internationale. Il y a aussi dans les pays francophones, elle est aussi active à cause, toujours pareil, de cette psychanalyse qui, en France, a été réactivée par Lacan. C'est Lacan qui vraiment a été redoutable. Partout dans le monde, la psychanalyse a décliné. Hein. Freud, il était en déclin. Hein. C'est Lacan l'a fait remonter en France dans les années 60. Je vous invite à regarder le documentaire de Sophie Robert, qui est intitulé La psychanalyse, le phallus et le néant, sur YouTube. Elle explique tout, et ce sont des interviews de psychanalystes. On ne peut pas dire qu'elle est déviée les propos. Et moi, j'ai écrit des articles aussi sur ce thème. En tout cas, donc cette secte domine mais un château de cartes, parce que on comprend bien que les alliances consenties, comme je vous disais, ça vaut rien. Ils vont être les premiers à se dénoncer les uns les autres. Vous connaissez l'expression les rats quittent le navire. Donc ça va être facile. Et tous ceux qui sont contraints, là, tous ceux qui sont pris en otage, vous savez ce que font les otages quand ils sont libérés? Qu'est-ce qu'ils font les otages quand ils sont libérés? Ils sont en état de choc. Ils sont en état de stress post-traumatique sévère. Donc là, on les aidera à passer ce cap. Encore une fois, c'est pas compliqué avec la PNL double dissociation. Et après, ils seront nos meilleurs alliés. Imaginez bien que ils n'attendent que ça, d'être libérés. Ils n'attendent que ça, de pouvoir témoigner devant enquêteurs et de dire pourquoi, dans ce dossier-là, Madame Alric, contre Monsieur Bonjour, pourquoi dans ce dossier, alors que Madame Alric avait donné tous les éléments, avec un dossier comme ça, et que le père, lui, dans ce dossier, n'a rien. Il n'a pas une seule attestation pour dire qu'il est un bon père. Pas une seule. Il n'a qu'une expertise psychiatrique, faite évidemment par un criminel, donc qui va payer cher. Alors lui, on peut dire que c'est un criminel parce que en 1 heure de temps, il m'a diagnostiqué bipolaire, en phase maniaque, avec nécessité d'une équipe pluridisciplinaire et de médicaments. À l'encontre du psychiatre qui m'a suivi pendant des années et qui a bien attesté du fait que je suis en bonne santé mentale justement depuis ma sortie d'amnésie traumatique, à l'encontre d'un expert, d'un professionnel reconnu de tous au niveau national, spécialisé dans l'état de stress post-traumatique lié au désenfantement, contrôle coercitif, etc., qui m'a même fait passer une évaluation qui s'appelle l'évaluation CAP5, qui est valable dans les cours européennes, qui dit bien effectivement que je suis en état de stress post-traumatique sévère à cause du désenfantement
et des violences que je subis, alors moi je précise, non pas des institutions, mais de professionnels dans les institutions et dans les libéraux, hein. Parce que moi, il y a aussi des avocats qui sont cités dans ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Il y a des avocats, il y a psychologues, il y a médecins généralistes, hein. C'est pas que les institutions. Ça, il faut bien le comprendre, parce que les manipulateurs du sommet, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire croire aux Français que la justice est toute pourrie, que les policiers sont tous des personnes violentes, que les gendarmes sont tous pourris, que voilà. En fait, le but du jeu, c'est de décrédibiliser les institutions et nos corps d'État pour que, en fait, le chaos social règne. Et donc, le peuple français est un peuple sous domination. Le peuple français est un peuple qui est totalement manipulé par un tyran au sommet qui s'appelle Madame Brigitte Macron. C'est elle, moi je dis, c'est la première dame pédocriminelle de France. Parce que là, tout le monde se pose, est-ce que c'est un homme, une femme, etc. Moi, je m'en fous complètement, hein. Complètement. La seule chose que je sais, c'est que si mon enfant de 14 ans rentre du lycée en me disant, maman, enfin, collège d'ailleurs, 14 ans, je sais même pas. Collège, ouais. Collège. Il rentre du collège en disant, oh, maman, le cours de théâtre, c'était vraiment trop chouette, je me suis régalée et tout, c'était vraiment trop bien, maman. Ah ouais, moi, je suis un peu surprise parce que je pensais pas que mon fils aimait le théâtre. Enfin bon. Ah bon, bah d'accord, c'est chouette et tout. Ouais, puis la prof, elle est trop bien. Ah bon, bah, très bien, ça, bah, voilà. Et puis, si quelques semaines plus tard, j'apprends qu'ils ont une relation sexuelle et que la prof en question a 25 ans de plus, bah, là, moi, mère protectrice, parent protecteur, enfin, je crois qu'on peut même, c'est même pas la peine de mettre protecteur, on est d'accord, c'est juste parents, en fait. Bon, parents, qu'est-ce qu'on fait? On va au commissariat, et puis on déclare les faits, et là, les faits, c'est très simple, c'est quand même détournement de mineur, viol sur mineur de moins de 15 ans, avec une ascendance d'autorité. C'est très grave. Ça paraît très clair. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un adulte qui viole un enfant. Voilà. Pourquoi il s'est rien passé? Pourquoi les parents d'Emmanuel Macron n'ont rien fait? Parce qu'Emmanuel Macron, comme moi, il était enfant de la secte. Et il est enfant de la secte. En fait, comme moi, tout était prédestiné et tout était écrit dans sa vie. Autrement dit, Emmanuel Macron, c'est le Pygmalion de cette secte. Et donc le Pygmalion, vous voyez, vous prenez vous prenez de la glaise. J'ai fait de la sculpture, vous prenez de la glaise et puis hop, vous en faites une sculpture, vous lui donnez la forme que vous voulez. Voilà. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est que le Pygmalion, il a été propulsé à la présidence à l'âge de 39 ans, alors que personne ne savait d'où il venait. Pourquoi? Par cette secte, franc-maçonnerie et psychanalyse. Voilà. Et depuis, en fait, eh bien, le peuple français est totalement sous domination. Alors ça a été bien aussi, ça a été aussi bien favorisé par la 5e Constitution, avec donc De Gaulle, 1958, qui sous l'impulsion de Michel Debré, je pense que c'est lui surtout qui a dû vraiment manipuler, mais ça c'est les historiens qui pourront nous dire. En tout cas, ils mettent en place la 5e Constitution. La 5e Constitution, c'est une royauté. Le président a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Alors, il faut lire parfois les petites lignes, hein. Mais enfin, quand même, c'est lui qui choisit le Premier ministre. C'est lui, au niveau de l'armée, c'est lui. C'est lui qui fait le choix des préfets, c'est lui. Les ordres du jour des conseils ministériels, c'est lui qui les signe. Voilà. Et puis là, quand vous regardez un peu de près, je vous invite à le faire. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont placé autour d'eux tous leurs potes. Voilà, même au Conseil d'État, même président du Sénat. Voilà. Donc, en fait, ces gens, on les repère facilement. Ils sèment le chaos. Donc, ils vont essayer de faire voter des lois qui sont complètement, mais en aberration totale avec tout. Protection de l'enfance, environnement, dans tous les domaines. Quand des lois saines sont votées, la loi Santiago, il y a une loi aussi sur les aidants, il n'y a pas très longtemps,
Ah bah oui, la loi est votée, magnifique. Bah oui, mais Monsieur le Président de la République, il signe pas les décrets. Et puis il fait passer un petit mot dans les tribunaux en disant surtout, vous faites pas appliquer la loi, j'ai pas signé le décret. Faut le savoir ça quand même, hein. Voilà. Donc, nous sommes dans une dictature masquée, et je dis que Macron est particulièrement dangereux parce qu'il a le sourire. Bien sûr. Par rapport à Trump, qui, bon, on comprend bien qui il est, Macron, il a le sourire. Et c'est pas pour rien que Brigitte le suit dans tous les déplacements, parce que Brigitte le domine absolument. Voilà, le domine, il est sous un contrôle absolu. Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, eh ben, ce travail d'enquête que j'ai fait, petit à petit, j'ai réussi, petit à petit, alors épreuve après épreuve, hein, parce qu'à chaque fois, c'était redoutable de voir que je ne gagnais pas alors que le dossier était en béton. J'ai pleuré tant de fois. Tant de fois. Mais je sais que j'ai gagné. Et je sais qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et, ben, jusqu'au bout, c'était ça. C'était montrer que même le Conseil d'État dans mon dossier est hors la loi et hors la déontologie. Donc je me suis basée sur ça, c'est-à-dire le non-respect. C'est les dit. C'est les dit, c'est voilà, c'est le non-respect de la loi et de la. Oui, ça va. Ça y est. C'est le non-respect de la loi et de la déontologie qui m'a permis en fait de faire ce dossier qui est très épais. Et donc j'ai porté une plainte initialement contre 140 personnes, dont plus de 90 professionnels dans tous les corps de métier, jusqu'au club sportif, parce que quand on est enfant de secte, en fait, ils sont dans tous les milieux, et en fait, on évolue entre membres de cette secte. On n'a aucune chance d'en sortir. C'est aussi pour ça que les enfants sont polyagressés. On est agressé par plusieurs pédocriminels. Et voilà, et de remonter jusqu'au sommet de l'État, et cette plainte donc maintenant est étendue, puisque tous les services du tribunal judiciaire de Toulouse sont informés de cette affaire, donc ils auraient tous dû protéger mon fils, ils ne l'ont pas fait, il faudra qu'ils s'expliquent. Mais j'attends une ordonnance de protection pour mes 2 enfants et moi. Le résultat sera donné par la cour d'appel le 17 décembre. Je sais qu'on a gagné. Je sais pas exactement quel est le plan divin, comment ça va se passer, mais je sais qu'on a gagné. Et puis j'ai envoyé une plainte au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité à l'encontre du couple présidentiel et de membres du gouvernement et des membres de cette secte. Voilà. Donc là, en fait, moi je dis que je suis la cerise sur le gâteau. Mon affaire est la cerise sur le gâteau de plein de professionnels qui se battent depuis des années. Je tiens notamment à citer le travail de Andrea Greve-Vintila et de Christelle Petit-Colin également, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et son dernier livre, Agression sexuelle, trousse de secours, permettra à beaucoup de sortir d'amnésie traumatique. Il est tout à fait accessible. Voilà, elle explique le stress post-traumatique, la PNL. Donc je vous recommande ces 2 livres. Et voilà, et puis après, il y en a tant d'autres. Évidemment, Boris Cyrulnik, évidemment, sur son livre qui s'intitule Le laboureur et les mangeurs de vent, qui explique comment une population entière a pu trouver juste d'envoyer des enfants dans des camps de concentration. Voilà, on s'interroge aussi. Voilà, donc là aussi, il explique très bien. Donc, les mangeurs de vent, ce sont ceux qui, c'est la population, c'est le peuple en fait qui mange les vents. Alors moi, je parle des vents puants. Les vents puants, donc c'est la peur, la terreur. Ils inversent les culpabilités. Ils envoient des fausses informations. Ils font de la propagande. Je suis désolée, mais quand vous voyez des informations à la télé, ou surtout quand vous voyez des flashs qui vous disent appelez le 3919, je crois, pour les agressions d'enfants, on va protéger vos enfants, c'est de la propagande absolue. Hein. C'est de la propagande absolue. Parce que en réalité, ils savent tous très bien que nos enfants ne sont pas protégés en France. Voilà. Donc ce sont les vents puants des tyrans, quels qu'ils soient, hein, parce que tyran familial, tyran national, ce sont les mêmes.
associatifs, religieux, ce sont tous les mêmes. C'est toujours pareil, hein, c'est contre-coercitif. Et donc, il explique que face à ça, il y a les laboureurs. Et donc, le laboureur, c'est celui qui n'écoute pas. Il n'écoute rien. Mais par contre, il trace le ciel dans la terre profonde, inaltérable, inaliénable. Et ça trace, et ça trace. C'est Hannah Arendt. C'est Hannah Arendt qui, une des premières, a dénoncé le nazisme. Elle a été haïe par tous ses amis. Mais elle a été une des premières à dénoncer les faits. Avec des preuves, des choses factuelles. Elle était... Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma fille Hannah Arendt, 2H. Et je suis une de celles-là. Parce que mon dossier, vous pouvez y aller. Hein. Il y a tout éprouvé. Le moindre mot que j'énonce, le moindre acte et le moindre auteur que je dénonce, j'ai les preuves écrites de ce que je dis. Parce que, un par un, sans le savoir hein, parfois, hein, mais en tout cas par écrit, ben, je les ai démasqués. Donc, pourquoi j'ai pas de plainte en diffamation? Eh bien, tout simplement parce que les otages n'attendent qu'une seule chose, être libérés, et que les criminels, ils savent très bien que j'ai des preuves. Alors, il y a bien une avocate qui a essayé de m'intimider. Une. Cette avocate, je m'étais présentée à elle en mars ou avril 2024 avec un dossier très conséquent, dans lequel il y avait des éléments concernant ma fille, qui donc à l'époque était jeune avocate. Enfin, elle était en études d'avocat, elle n'était pas encore avocate. Mais en tout cas, c'était quand même préjudiciable. C'était son intimité quand même. Bon. Quand j'ai voulu récupérer le dossier, elle me l'a jamais rendu. Jamais rendu. Ça ne se fait pas. Un avocat rend toujours les pièces, parce qu'en plus, elle a refusé de prendre mon dossier. Donc, un avocat rend toujours les pièces. Elle m'a vu une fois, elle me fait payer 150 €, et elle ne me rend pas mon épée dossier. Et donc, elle pense m'attaquer en diffamation, puisque évidemment, elle est citée dans mon dossier. Dans mon affaire, je cite cette personne. Donc, les noms, ils sont cités sur LinkedIn, je n'ai aucun problème à les donner. Donc, elle me dit, je vais porter plainte pour diffamation. Ah, je dis oui, mais allez-y, parce que je suis pas mauvaise à l'oral, enfin, à l'écrit et à l'oral, parce que du coup, j'ai plaidé seule pour protéger mon fils. Le 14 mai, devant le JAF, c'était une très belle plaidoirie. 2 jours après, comme ils se sont aperçus que j'étais quand même pas complètement... ils m'ont fait interner de force et d'office pendant 12 heures. Je reviens sur cette personne. Donc, elle me dit, mais non, moi je porte plainte pour diffamation. Mais allez-y, je suis prête. Les procès, ils auront lieu vraiment, mais alors pas en huis clos. Hein. Il y aura du monde. En ce qui me concerne, il y aura du monde. Et je dis, parce que je vous rappelle que nous avons cet échange de mails, et en fait, elle avait reconnu. Elle m'a dit, j'ai égaré votre dossier. Vous avez égaré mon dossier. Ok? Et à un moment donné, quand elle était coincée, elle essaye de... Ma chère Sophie sur LinkedIn, en message privé. Ma chère Sophie, je pense que nous pourrions... Alors je dis, ne m'appelez pas ma chère Sophie, parce que alors vraiment, je suis pas du tout votre amie. Et même, sachez-le, plus qu'un caillou dans votre chaussure, je suis votre pire ennemi. Et ça, c'est valable pour tous les tyrans. Plus aucun tyran ne me fait peur, je ne me tairai jamais, et j'irai jusqu'au bout. Je vais sauver mes enfants, et beaucoup d'autres en suivant. Voilà. Je suis une cerise sur un gâteau. Mais, croyez-moi, on va bientôt pouvoir fêter la libération de la France. Ouais. Voilà. C'est parfait. Et en suivant, je me présente aux futures présidentielles. Donc évidemment, puisqu'elles auront lieu avant 2027. Et parce qu'il faut que tout ça change. Et vous pensez bien que la première mesure que je vais demander, c'est le changement de constitution. Parce que moi, je veux être représentante d'un peuple libre et digne. Parraine.